Les outils développeurs de FileMaker Pro Advanced, c'est une session débutant, donc si vous voulez ouvrir vos laptops, vous pouvez. On a parlé de ça hier, je ne pense pas que ça vaille vraiment la peine de s'y relancer. Alors avant de commencer la session, qui n'utilise pas FileMaker Pro Advanced, la session est ajournée. Au revoir. Ok. Le visualiseur de données, le script debugger, les utilitaires développeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne les utilise pas? Il y en a un. Ok. J'espère quand même qu'il y aura un ou deux trucs qui pourront vous servir. Le script debugger, on va commencer par ça, c'est peut-être le plus important. Avec la complexité des versions successives de FileMaker, il est devenu vraiment indispensable avec son compagnon, le visualiseur de données. Alors, c'est ce qui va nous permettre, peut-être pas d'être de bons développeurs, mais des développeurs plus rapides, plus efficaces. Ça permet de découvrir nos erreurs, de gagner du temps. Je ne vais pas vous passer ça ex cathedra. Faut juste savoir qu'en anglais, les noms des boutons du script debugger sont quand même un peu plus clairs que pas principal et commencer la procédure. Il faut savoir aussi qu'on peut employer des raccourcis pour y accéder. Je pense qu'on va passer directement à la démo, si j'y arrive. Voilà, j'ai une base de données assez simple, des organisations, des contacts, un lien entre les deux. Des images aussi. C'est important pour la suite, pour les outils, les utilitaires développeurs. Alors, le menu outils, c'est à quoi a trait la session ici. Hors menu personnalisé, puisqu'on le retrouve aussi dans la gestion des bases de données, dans le menu gestion. Donc, on passera outre. Il le fait exprès, là? Ok, donc par défaut, on n'a pas de raccourci clavier pour le script debugger et le visualiseur de données. Et histoire d'être rapide, c'est important d'en avoir. Donc pour ceux qui n'en auraient pas, il faut aller dans les préférences système, le clavier, les raccourcis, les applications shortcuts, et puis en créer un. Alors, on tape le nom de l'item du menu, un raccourci clavier, un D pour le data viewer, Ctrl-Alt-Commande, et maintenant dans FileMaker, j'ai un raccourci clavier qui va me permettre de rentrer dans mon script debugger d'un coup. Il me fait un petit peu des drôles de trucs là. Hein. Et dans le data viewer également, juste en tapant le raccourci clavier qu'on a fait. Alors c'est bien pour la rapidité, mais ça peut aussi servir à sortir de situations difficiles. Excusez-moi. J'ai ici un script qui s'appelle Infinite Loop, qui est assez mal construit puisque il affiche la première page à l'intérieur de la boucle, et donc en affichant la suivante, il va passer de la première à la deuxième sans s'arrêter. Alors dans une situation sans raccourci, on va arriver à... J'ai un peu beaucoup de choses ouvertes. Elle est là. Je lance le script. Et là, oui, sans le debugger, merci. Je me retrouve dans une situation où je ne peux plus rien faire. Alors, il suffit maintenant de lancer mon raccourci.
il s'arrête et je peux arrêter cette boucle infernale. Merci. À savoir que si on est sous Windows, on reste dans la boucle, il reste forcé à quitter, mais probablement pas grand-chose d'autre. Sauf si on arrive dans le millième de seconde à atteindre le menu. Alors, les commandes du débugger. Nous avons 6 boutons. C'est les 6 boutons qui nous permettent d'actionner le script de différentes manières. Les 2 premiers, je vais lancer un script, ce sera peut-être plus dès le début d'ailleurs. Donc je ferme ma base, le script debugger est ouvert, ce qui va me permettre non seulement de débugger l'ouverture de ma base, mais également de voir tous les script triggers qui pourraient être lancés et que je ne pourrais pas voir si je ne le fais pas au lancement. Alors les 2 premiers boutons passent d'un pas de script au suivant, avec la différence notable que le commencer la procédure va rentrer à l'intérieur de mon script, de mon sous-script, alors que le premier bouton va exécuter le sous-script, mais sans y rentrer dedans. Donc là, le script a été exécuté, mais je n'ai pas dû y rentrer dedans. Le 3e bouton me permet de voir qu'ici, en fait, j'ai absolument rien à débugger là-dedans. Donc le 3e bouton qui est terminé la procédure, je vais sortir du sous-script et me retrouver dans mon script actif. Alors, si je me trouve dans un endroit où j'aimerais pouvoir redébugger le début du script ou au contraire passer toute une partie, je peux sélectionner une ligne et employer mon 4e bouton qui est définir l'action suivante. Donc là, je vais remonter en haut de mon script et pouvoir recommencer ma procédure de débugage. La flèche bleue nous dit en permanence où on se trouve. Et puis une chose vraiment intéressante, c'est qu'on voit le trigger, ici, le trigger qui a exécuté le script, ici sur ouverture de première fenêtre, mais j'en ai un 2e qui est sur entrée dans le modèle, qui s'exécutera après. Donc je vois dans la pile d'exécution ici en dessous l'ordre d'exécution des triggers, et donc des scripts qui sont lancés. Je vérifie que je n'ai rien oublié, parce que hier j'ai oublié énormément de choses. Alors oui, donc on peut voir ces triggers, mais malheureusement on ne peut pas les récupérer par script. Ça pourrait être intéressant dans bien des cas, mais voilà. Excusez-moi. Ce bouton-là, c'est exécuter, il va exécuter le script jusqu'au bout, sauf si il y a un point d'arrêt. Le point d'arrêt que l'on trouve à droite et qui me permet d'aller directement jusqu'à d'exécuter tout le script jusqu'à un point donné. Ici, j'interromps le script exactement comme si j'avais mis interrompre le script dans un script. Et à savoir que ici, le bouton close va exécuter le script exactement comme la flèche verte, sauf qu'il ne s'arrêtera pas évidemment au point d'arrêt. Alors, je vais fermer cette base de données pour la réouvrir et pour qu'on puisse voir à quoi sert se suspendre en cas d'erreur. Et la dernière erreur. Donc on a des codes d'erreur. Ici, 0 veut dire que je n'ai eu aucune erreur. Elle est déjà ouverte, merci. Il y en a un qui suit. Ah. Donc je vais l'ouvrir avec un login qui n'est pas full access. J'ai mon suspendre en cas d'erreur
qui est activé. Directement, mon script s'arrête, il a trouvé une erreur, et il me donne une boîte de dialogue pour mettre des credentials de full access qui vont me permettre de voir ce qui se passe. De voir ce qui se passe. Je l'ai tapé dans le... Évidemment. Ouais, mais il est compliqué, hein. 4. 1, 2, 3, 4. Je sais pas ce que je voulais, hein. Il fallait qu'il soit éteint, donc il fait ce que je veux. Voilà, donc il s'est arrêté sur une erreur 115. Je peux cliquer pour avoir les codes d'erreur, les rechercher. Et je vois que j'ai un menu manquant. Et en effet, on voit ici, jeu de menu manquant à la ligne juste précédente. J'ai le bouton ici en haut à droite qui me permet de rentrer dans mon script immédiatement pour aller corriger. Et lui mettre un jeu de menu qui existe. Alors, si je veux sauver maintenant, mon script va être stoppé. Sinon, je peux attendre, dérouler mon script et sauver le script par après. Oui, il y a un bouton qu'on n'a pas encore vu, qui est le bouton Disable Trigger, désactiver les triggers, le premier ici à droite. C'est généralement à ne pas faire, sauf si on sait exactement ce qu'on est en train de faire, puisque justement le principe de la pile d'exécution, c'est de voir tous les scripts qui pourraient s'enclencher sans qu'on s'en rende compte, et donc qui pourraient engendrer un bug. À savoir aussi qu'on peut double-cliquer les scripts dans la pile d'exécution pour les ouvrir. Ouais, donc, il faut quand même qu'il soit lancé. Et voilà. Je pense que c'est tout pour les débuggers. Privilège d'accès, oui, c'est donc rentrer dans le débugger. On garde les droits tant qu'on n'a pas fermé la fenêtre du débugger. Le visualiseur de données. Alors, le visualiseur de données, c'est 2 onglets, en cours et surveillé. Alors, quand on est en cours, on va voir les rubriques qui sont appelées par le script, évaluées par le script. On va voir les variables locales du script et les variables globales, absolument toutes les variables globales qui ont été déclenchées. Le visualiseur surveillé, lui, sert à évaluer des valeurs de rubrique, des variables globales, des formules de calcul ou des expressions qui sont une combinaison de ces 3 types d'évaluation. Démo. Donc ici, je vois déjà les 2 variables globales que j'ai déclarées au moment d'ouverture de la base de données. Si je lance un script, c'est peut-être un script intéressant à lancer. Il a été changé Infinite Loop, non, hein? Je crois que je vais me reloguer avec de bons credentials pour pouvoir continuer.
Donc ce script qui ne sert pas à grand-chose va nous permettre quand même de voir les rubriques et autres qui sont évaluées au moment du lancement du script. Ici, immédiatement, j'ai les 2 rubriques qui sont évaluées, 2 ID. J'ai une variable qui a été peuplée par mon script qui a bouclé et qui a été juste prendre ces deux ID. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans l'onglet en cours. Dans l'onglet surveillé, je peux donc, l'utilisation principale de cet onglet, pour moi en tout cas, ça va être de créer un calcul avant de l'intégrer dans un script ou dans la base de données, afin de ne pas faire des allers-retours, vérifier, changer de data, etc. Ici, on peut créer son calcul, créer son calcul afin de pouvoir, in visu, voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Alors, il faut savoir que le moteur de calcul du visualiseur de données, c'est le même que celui de l'éditeur de script. Donc, je n'ai pas droit au self, au contenu. Donc, par exemple, vide contenu. Je n'ai pas droit au nom court. Ici, si je tape une concaténation, je dis prénom, il ne va pas vouloir, il veut l'occurrence de table. On n'a pas de type, hein, on ne sait pas si c'est un texte, si c'est un nombre ou un conteneur, c'est induit par la rubrique qu'on utilise, mais on ne l'a pas comme dans l'éditeur de base de données. Et puis, il est contextuel. C'est-à-dire que ici, j'ai bien un résultat, mais si je change de table, j'ai une table non liée, donc pas de résultat. Intéressant à savoir aussi, on peut changer des valeurs, donc en tout cas de variables. Donc ici, mon mode, c'est pas celle-là qui m'intéresse du tout. D'ailleurs, celle-là, je crois que j'ai intérêt à faire un petit et à balancer. Ok. Je peux décider de changer cette valeur et de tester l'application entre guillemets en mode borne. Mais donc, mon script de choix de layout choisit un layout en fonction de ce tag. Et ici, sans avoir dû rentrer effectivement en mode borne, j'ai des petits boutons qui me permettent de voyager entre les fiches. Je vais enlever le cas d'erreur. Entre les fiches. Et un bouton quitter qui est en mode borne est quand même intéressant. À quoi il faut faire attention? Il faut faire attention dans un data viewer aux requêtes compliquées. Elles vont être évaluées en permanence. Et donc, si on a une dizaine de requêtes SQL qui sont dans le visualiseur de données, on peut se dire que sa base est vachement mal conçue et qu'elle est très très lente, mais c'est parce que ces évaluations sont faites en permanence. En fermant le data viewer, on va de nouveau avoir des performances normales. Il faut se méfier des effets de bord de nos tests qui peuvent rester dans les données, enfin qui peuvent perturber les données. C'est typiquement là, ce privilège set, là, coucou, j'ai fait un définir privilège set coucou, et en choisissant un script qui irait bien, Windows Setting, qui va demander un véritable privilège set, soit user, soit full access. Aurait dû ne pas fonctionner, mais j'ai des scripts très bien faits apparemment. Ah, je m'étais mis en mode borne. 0,
Donc il choisissait une condition si c'est un user ou si c'est mode borne. En le refaisant maintenant, je devrais pouvoir prouver qu'il y a moyen d'avoir des problèmes quand on change une variable globale. Ce privilège n'est pas configuré, en effet, puis on peut se demander pourquoi, mais c'est bêtement nous qui avons déclaré une variable qui peut rester des jours et nous perturber. À quoi d'autre il faut faire attention aux appels aux plugins, par exemple SQL Insert, qui pourrait modifier des données, voire les écraser. De nouveau, on peut se demander ce qui nous arrive. Que dire d'autre qu'un container, oui, un container, donc quand on évalue un container, on n'a pas le container, on a certaines informations. Ici, c'est une image, donc j'ai son nom, sa taille. Si c'est un PDF, j'aurai d'autres informations, etc. Il y a un petit bouton ici, rafraîchir valeur. De temps en temps, il convient de l'utiliser. Et puis, un avertissement, quelque chose de non documenté. Si j'ai mes scripts hyper importants ici, et que je décide que cette ligne-ci, je voudrais la supprimer, je dis OK, je supprime. Et en fait, j'ai supprimé mes scripts alors que j'étais bel et bien dans mon visualiseur de données. Simplement, pour avoir vraiment le focus dessus, il faut appuyer sur la barre des titres. Et là, je peux effacer effectivement mes lignes et pas le travail important que j'ai fait. OK. Alors, les utilitaires développeurs, je vais boire un petit peu. Ce sont des applications exécutables, des runtime, donc des applications qui n'ont pas besoin de FileMaker, Pro, Advanced ou quoi que ce soit pour fonctionner. C'est le mode borne de communication, donc le kiosk mode qui va nous donner une base de données typiquement pour les bornes de communication, sans menu, sans accès ou accès difficile à l'operating system. C'est le cryptage des données, nouveauté FileMaker 13. C'est le renommage et la mise à jour des liens d'un ensemble de fichiers, parce qu'on sait que normalement, si on change le nom d'un fichier, les références sont perdues, excusez-moi, et donc les liens aussi. Et c'est également la suppression des accès administrateurs. Un exécutable, c'est donc une application autonome qui peuvent comporter des fichiers multiples, donc des fichiers auxiliaires et un fichier principal, qui est compatible Mobborn. Il faut savoir que tous ces utilitaires développeurs sont combinables. On peut faire un Mobborn exécutable. Certains ne sont pas compatibles, mais c'est assez rare. Donc en général, on peut tout mélanger. On doit prévoir une procédure de mise à jour, puisque une procédure d'export des données pour pouvoir faire une mise à jour de sa base de données, réenvoyer un exécutable et que l'utilisateur puisse réimporter ces données. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de réseau, pas de PDF, pas d'importation DBC, pas d'exécuter SQL comme action de script. Ça continue comme ça, il y a pas mal de choses qui ne sont pas compatibles. Il doit aussi être créé sous l'OS ciblé, c'est-à-dire que si on veut un exécutable sous Windows, on doit le créer sous Windows. Si on veut un exécutable sous Mac OS X, il faut le créer sous Mac OS X. Alors, tout se trouve de nouveau dans les bases de données doivent être fermées pour pouvoir utiliser ces utilitaires développeurs. Le principe, c'est d'ajouter des fichiers.
Lesquels que j'ai pas. OK. Ajouter des fichiers, définir un dossier de destination pour ne pas écraser ces fichiers de travail. Et puis définir les options de la solution. Ici, c'est tout ce dont j'ai parlé, hein, créer une application d'exécution, créer un mode borne, etc. On va commencer simplement par renommer des fichiers. Renommer des fichiers, ça ne se fait pas ici, mais on sélectionne le fichier, on le renomme. Ici, j'avais des logos. On dit « je modifie ». Ici, j'avais des acteurs. Et là, des studios de cinéma. Voilà, donc ça, c'est la solution pour pouvoir renommer des fichiers sans perdre les liens. Ici, je n'ai pas spécialement d'autres options de solutions à mettre, sauf peut-être créer un journal, puisque les utilitaires développeurs ne donnent absolument aucune indication. Il n'y a pas de fenêtres qui vont nous dire il y a quelque chose qui a mal marché pour une raison ou une autre. Il faut aller consulter le journal d'erreur qui est créé. Donc, par défaut, je pense qu'il faut toujours le cocher. Donc, en allant chercher cette solution, entre guillemets, que j'ai dû mettre dans... Non, pas ici, ici. Oui, tout à fait, mais renommé, mais où est renommé? Il est là. Donc j'ai bien logo, Strats au lieu de Star et Studio, il faudra que je le fasse encore une fois. Je l'ouvre. Et j'ai bien pas perdu mes relations entre les contacts, etc. Tiens, j'ai perdu les fichiers parce que j'ai pas... Alors pour Rename, j'en suis pas sûr, mais pour créer les solutions d'exécution, on va devoir intégrer les containers qui sont stockés de manière externe. On doit les intégrer en faisant une copie. Donc la copie qu'on appelle copie autonome. Ça va permettre de... Mais évidemment, les fichiers vont se retrouver dans la base de données et pas en stockage externe. L'autre solution, c'est de glisser le dossier tout simplement. Mais il faut le faire à la main. Ça, c'est pour le renommage, la mise à jour. Une deuxième chose que l'on peut faire avec les utilitaires développeurs, alors il y a une chose qui est intéressante en dessous, c'est de charger des paramètres et de préalablement les enregistrer. Donc ça permet d'enregistrer les paramètres qu'on a définis pour notre solution. Évidemment, je l'ai employé. Et j'en ai pas fait pour la suppression des droits administrateurs, donc on va recommencer. Donc toujours créer un fichier journal pour voir ce qui se serait mal passé. Et ce bouton, supprimer cette case à cocher, supprimer définitivement l'accès admin des fichiers. Le bouton créer. Et on a perdu tout accès admin. Les exécutables. Peut-être reprendre ceci. J'en ai parlé en fait, hein, j'étais un peu trop loin dans le truc. Donc je reprends mes paramètres avec les exécutables. Donc là, ayant enregistré ces paramètres, il va déjà me le mettre dans mon dossier exécutable. Il va définir les options, créer plus le journal. Alors on a un nom d'exécution, un
nom de l'exécution. Donc ça veut dire que ce sera le nom du fichier principal, le nom du dossier dans lequel se trouvent les fichiers annexes, une clé de liaison et une extension. Alors sur Mac, l'extension qu'on peut changer, on peut l'appeler ciné ou absolument ce qu'on veut, du moment que ça ne dépasse pas 5 lettres, je pense. Cette extension sur Mac va permettre de double-cliquer un des fichiers et que c'est le bon exécutable qui s'ouvre. Dans l'autre sens, la clé de liaison va faire qu'en double-cliquant l'exécutable, on va ouvrir les fichiers correspondants. Sur PC, l'extension ne va pas permettre d'ouvrir, enfin, en tout cas dans les tests qu'on a fait hier avec Romain, ne permettent pas d'ouvrir l'exécutable, il faut cliquer l'exécutable. Alors, on peut mettre un écran de clôture. Ça sert à rien d'essayer de l'enlever, c'est les 5 secondes de délai qui empêchent de se fermer. Donc, un écran de clôture et voilà, donc image personnalisée, on choisit l'image que l'on veut. OK, et on crée. C'est un tout petit fichier, c'est déjà un peu long. Mais normalement, ça se fait qu'une fois. Donc j'ai un dossier cinéma dans lequel j'ai un exécutable et 3 fichiers. Encore une fois, je vais avoir perdu mes images, mais je vais d'ailleurs les copier avant, comme ça on les aura. Donc c'est la deuxième solution, c'est à la main aller prendre les documents, les mettre au même endroit, et on a de nouveau le lien vers les images. Donc maintenant, je n'ai plus les outils de gestion dans Fichier, je n'ai pas de gérer quoi que ce soit. Je suis bien dans une application qui s'appelle Cinema et pas dans FileMaker Pro. Donc voilà, j'ai une solution que je peux distribuer à quelqu'un qui n'a pas FileMaker, avec évidemment des désavantages. Le principal étant qu'on n'a pas de réseau. C'est des solutions autonomes mais monopostes. Que faut-il savoir? FileMaker parle de réduire la taille de la solution en enlevant les fichiers langues, mais on gagne quelques cas sur une solution qui fait quand même, je ne sais pas, pour une toute petite comme ça. C'est ça? Oui, mais pour tout, j'allais prendre tout, moi. S'il me donne tout quand on fait ça. 130, 140 mégas. Donc on va réussir à gagner quelques centaines de cas, mais pas beaucoup plus en supprimant les langues. Alors, ne jamais renommer les fichiers ou les dossiers qui sont générés par l'utilitaire développeur, il n'y a plus rien qui marchera. Il faut penser à donner une manière de... Enfin, on ne peut pas donner un dossier comme ça à un client, donc il faut soit un logiciel d'installation, soit un zip afin de l'installer. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les exécutables. Le mode borne. Alors, il est plein écran, il fonctionne en Go, on perd tous les outils, tous les menus, donc il faut penser à mettre ce qu'il faut pour pouvoir naviguer entre les fiches, faire les recherches, enfin tout ce qui est intégré au menu FileMaker, il faut le recréer pour pouvoir utiliser une solution en mode borne. Donc c'est assez intéressant pour le tactile, pour FileMaker Go. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est le jeu de privilèges qui va déterminer la manière dont s'ouvre l'application en mode borne. C'est-à-dire que si on a un privilège full access, il va s'ouvrir dans FileMaker totalement normalement.
sauf si on en a fait en même temps un exécutable, mais si c'est juste un mode borne, il va s'ouvrir tout à fait normalement. Et c'est pas seulement l'accès intégral, c'est aussi s'il y a l'autorisation des privilèges étendus, ça va s'ouvrir de manière totalement normale. Et même si on autorise la modification des modèles, des scripts, et même des listes de valeurs, donc si vous dites l'utilisateur a le droit de... Donc dans les privilèges sécurité de FileMaker, l'utilisateur a le droit de changer une liste de valeurs, eh bien, ça va s'ouvrir en mode totalement normal et pas en mode borne. On va en faire une. Donc, de nouveau, mes trois solutions, que je pourrais renommer aussi d'ailleurs. Hein. Le dossier de destination et les options des utilitaires. Alors, le mode borne... Voilà, je croyais avoir une option ou l'autre à faire, mais apparemment non. Lançons. Maintenant, dans kiosque, je devrais avoir, pas encore. Voilà. J'ouvre. Je peux vous le faire comme ça, mais ça n'a peut-être pas d'intérêt. J'ai bien ma barre d'outils, tout ce qu'il faut. J'ouvre avec un mot de passe borne. Et voilà, il est plein écran parce que je lui ai demandé, mais sinon il m'aurait empêché accès au système d'exploitation. J'ai heureusement mes deux boutons qui me permettent de naviguer, un bouton quitter, parce que sinon on est vraiment embêté. Enfin, d'après la doc, avec fonction 9 ou fonction 11, je devrais pouvoir sortir, mais chez moi ça ne marche pas. Donc là, je suis vraiment bloqué dans l'application, sans bouton quitter. C'est éteindre l'ordinateur. Pas grand-chose d'autre. J'espère qu'il fonctionne. Oui. OK. Le cryptage. Alors, le cryptage, ça protège les fichiers contre les accès sur disque et non ouverts. C'est-à-dire que c'est de l'encryption at rest. At rest, ça ne veut pas du tout dire qu'il va commencer à encrypter quand on ne fait rien avec FileMaker. Ça veut dire que c'est quand le fichier est dans un dossier, sur un disque dur, et qu'il est non ouvert. Donc là, il est crypté. Dès qu'il est ouvert, il est décrypté, en tout cas la partie oui, enfin, sinon on ne verrait rien évidemment, sauf de l'encryptage. Alors les fichiers temporaires sont également cryptés, c'est réversible, et on peut aussi changer les réencrypter pour changer les clés. Et par contre, ça ne marche pas sur exécutable, mais ça marche sur Go. Et en web direct aussi, je pense. Enfin, ça marche pour tout sauf les exécutables. C'est bon. Je ne suis pas un spécialiste de l'encryptage, mais c'est du AES 256 et ça a été créé à la demande de l'US Army, donc j'imagine que c'est un bon encryptage pour autant qu'il en existe. Il y a une fonction dans FileMaker maintenant qui est obtenir état de cryptage, ou en anglais get encryption state, qui permet, donc si c'est pas encrypté, c'est un 0, si c'est encrypté, c'est un 1, et donc ça permet de tester l'état de cryptage de la base. Démo. Je n'ai plus de FileMaker ouvert.
il me dit juste que j'avais mis déjà des clés, mais qu'il ne veut pas qu'on mette des clés de cryptage dans un fichier de paramètres d'utilitaire développeur, ce qui est assez logique. Donc, comme toujours, les bases qu'on ajoute et des options qui ici sont un peu plus... donc, voilà, donc j'ai l'ID partagé, c'est-à-dire l'ID partagé, c'est le lien entre chaque base qui ont été cryptées, c'est-à-dire que si j'emploie la même ID pour deux sets, j'aurais fait une première fois un cryptage et puis j'en fais une seconde fois, et un même ID va crypter les fichiers de la même manière. Alors on doit donner un compte FileMaker admin, évidemment, et puis le mot de passe du cryptage. Je vais mettre alpha, et un indice de mot de passe. Hop. Garder le stockage ouvert, ça c'est le stockage des containers qui sont hors de la base. Voilà donc mon fichier dans mon dossier crypt. Mes fichiers sont maintenant cryptés, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas pouvoir y accéder, mais ça je ne peux pas vous le prouver, sur le disque. J'ai maintenant deux cryptages différents. Bon, il m'avait demandé une clé pour se rappeler, si on se trompe un certain nombre de fois, on va la voir. Voilà, Roméo. Et là, maintenant, je tombe, il a accepté la clé de cryptage. J'ai de nouveau un nom de compte et un mot de passe totalement habituel pour FileMaker. Et après ça, je ne me rends absolument pas compte que mon fichier est crypté. Il est utilisable comme n'importe quel autre. Il devrait avoir un petit cadenas, me dit la doc, mais je ne l'ai encore jamais vu. Sur le fichier, c'est ça qu'il voulait me dire. En bas à gauche, moi je vois pas. Dans le dossier, ok. Pas dans le truc. Je n'avais absolument pas compris la doc, donc. Alors on peut donc décrypter ou recrypter une base de données. Je vous le montre, même si c'est pas... Donc là, évidemment, je vais devoir prendre la base qui a été cryptée. Je me demande pourquoi je regarde comme ça, c'est quand même plus facile là. J'ai vu que j'étais pas le seul à faire ça, donc ça va. Donc crypt. Donc je prends mes dossiers, ou plutôt je vais charger mes paramètres. Donc réencrypt. Alors, la différence, super. Impossible de trouver un fichier. D'accord, bon, on va le faire à la main. Voilà, encrypté, c'est la même case à cocher, le même item de menu, sauf que je vais avoir une petite case en plus pour me donner l'ancien mot de... donc ici, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire, hein, bêta. OK, et ici, je dois mettre l'ancienne clé de cryptage pour pouvoir réencrypter. De la même manière, on va pouvoir désencrypter, donc supprimer tout cryptage à une base de données. Que savoir l'ID de partage là est sensible à la casse. Il ne faut pas oublier son fichier journal, sinon, parce que là, j'en ai essayé quand même quelques tests qui ne fonctionnaient pas du tout. Et si on n'a pas de fichier journal, on ne comprend jamais pourquoi il
il y a ce problème, on n'a aucun message. Les exports seront pas cryptés, puisqu'en fait, quand vous consultez la base, elle n'est plus... Elle est décryptée, et donc tout export ne contient plus aucun cryptage. FileMaker prévient que dans la RAM, si on est doué, on peut décrypter les données. Et les contenus qui sont envoyés via une connexion non cryptée en streaming pourraient aussi être passés en clair. Il y a aussi une baisse de performance de 5 à 15% dans le fonctionnement de la base de données. Ok. Le DDR, j'imagine que vous connaissez tous le DDR et qu'on passe, ou je vous en fais un? Qui en veut un? Il n'y en a qu'un qui veut, j'en fais pas. Ok, ben les ressources, c'est la documentation, le produit et l'aide de FileMaker. Et question? Merci.